Bonjour à tous, bienvenue à ce premier confinement de call qu'on a rebaptisé donc ConfCall. Effectivement, la situation actuelle fait qu'on est obligé de revoir un petit peu notre façon de travailler et donc le télétravail devient la norme. Et on avait pensé qu'il était intéressant d'échanger avec vous sur les bonnes pratiques en matière de télétravail et de cybersécurité. Et donc, nous avons organisé ces différents points qu'on va essayer périodique le plus fréquent possible pour aborder différentes thématiques qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors aujourd'hui, autour pas de la table, mais des webcams, donc nous avons 3 personnes. Maxime de Tourtier, qui est directeur général d'Exodata Europe, qui est basé donc à Compiègne. Stéphane Jaillet, donc qui est le directeur général de Pamsphere, donc une entreprise de cybersécurité donc basée à La Réunion. Et on a donc Leslie Barbin, qui est donc assistante marketing, également donc en télétravail comme nous tous, avec les joies d'être une jeune maman. Donc on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que ces questions de cybersécurité nous concernent tous et peuvent être appréhendées le mieux possible. Peut-être pour commencer, donc une petite mise en contexte justement sur cette question de la cybersécurité autour du télétravail. Maxime ? Oui, moi j'avais une question à poser à Stéphane parce que là, la majeure partie de nos clients sont depuis 15 jours en télétravail. Alors on entend partout que ça pose des problèmes de cybersécurité. On parle de surface, d'exposition au risque. Et moi j'avais une question toute simple pour Stéphane, c'est quoi les critères fondamentaux de la cybersécurité ? Effectivement, merci Maxime de me donner la parole et de me poser ces questions, puisque je pense que c'est important de faire un petit rappel sur ce qu'est la cybersécu. Pour moi, la cybersécu, c'est pour objectif la protection du système d'information. Et cette protection, elle se fait au travers de la garantie des 4 critères fondamentaux de la cybersécu, les fameux DICP. D pour disponibilité, I pour intégrité, C pour confidentialité et P pour preuve. Alors la disponibilité, qu'est-ce que c'est ? La disponibilité, c'est, comme son nom l'indique, garantir l'accès à l'information au moment où on en a besoin. Donc c'est pas forcément 24/7, hein, ça peut être moins souvent, mais faire en sorte que cette information, au moment où je dois y accéder, elle est disponible. Ensuite, l'intégrité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de garantir que l'information n'est pas altérée. Elle n'est pas altérée dans le temps. Donc, par exemple, quand on fait une sauvegarde, on comprend bien que quand on veut restaurer cette sauvegarde quelques jours après ou quelques semaines après, il faut qu'elle soit intègre. Également, lorsqu'elle transite sur les réseaux, l'information, si je t'envoie une facture, j'ai envie que le montant il soit intègre quand tu le reçois et qu'il n'y ait pas eu de modification en cours. Ensuite, la confidentialité, c'est garantir que l'information n'est accessible qu'aux personnes qui ont droit d'y accéder. Donc ça nécessite d'avoir une gestion des accès à l'information, donc c'est tout ce qui est login, mot de passe par exemple. Ça nécessite aussi d'avoir des rôles et des droits d'accès à l'information. On va avoir des personnes qui vont être administrateurs, on va avoir des personnes avec moins de droits. Et puis, on va avoir aussi la notion de classification de l'information. Donc, on va avoir de l'information qui est publique pour tout le monde, mais on va avoir de l'information qui va être privée, peut-être restreinte au sein de l'entreprise, et puis l'information confidentielle, par exemple, à usage exclusif du CODIR. Enfin, le dernier critère, c'est la preuve. La preuve, ça va être tout ce qui est traçabilité. La traçabilité, c'est fournir l'information, de savoir quand l'information a été modifiée, par qui elle a été modifiée, pour que lorsque j'ai besoin de faire un audit, par exemple, ou d'avoir une preuve légale, je puisse avoir cette information de log qui garantisse la preuve et que je sache ce qui s'est passé sur cette information. Donc voilà, la cybersécu, tout simplement, c'est garantir ces 4 critères fondamentaux. Et puis j'ajouterais que ce n'est pas uniquement des solutions techniques. Donc évidemment, les firewalls sont indispensables, les VPN, les antivirus. Et pour moi, la cybersécurité, c'est aussi un processus d'amélioration continue
qui est basé sur des normes internationales, la norme ISO 27000, les normes ISO 27000 notamment, et qui doit s'améliorer sans cesse, sous la forme de la routeming par exemple, parce que on sait très bien que c'est un champ qui est très très vaste à mettre en œuvre et que il faut commencer par un endroit et après sans cesse s'améliorer avec je finirai par ça, un élément très important aussi évidemment qui est l'utilisateur qui doit être, à mon sens, le maillon fort de la chaîne de cybersécurité et qui doit être pour ça très sensibilisé. Voilà. Alors, justement, on parle de plus en plus d'exposition au risque qui s'accroît avec cette situation un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont vraiment les cybermenaces auxquelles on est vraiment exposé? Quels sont le type d'attaques que cet utilisateur peut recevoir et comment est-ce qu'on peut les identifier? Oui, effectivement, on a des chiffres là, des éditeurs de sécurité et des chercheurs en cybersécurité qui montrent que les attaques sont de plus en plus nombreuses là autour de la thématique Covid malheureusement, puisque les gens cherchent à s'informer et les pirates en profitent. Alors, le principal vecteur qui est en tête des charts depuis quelques années maintenant, c'est le phishing. Vous en avez tous entendu parler, le phishing, ce sont des faux emails qui vous sont envoyés dans le but de vous soutirer de l'information confidentielle. Par exemple, vous allez recevoir un faux email de votre banque qui va vous mettre un petit peu la pression en vous disant si vous ne répondez pas à cet email dans les 48 heures, votre compte sera clôturé. Et qui va vous demander de vous connecter avec votre login et votre mot de passe sur un faux site, bien évidemment, qui est géré par les pirates et qui va leur permettre de récupérer vos identifiants ou toutes sortes d'informations confidentielles. Le phishing, il va également être un vecteur d'attaque qui va transporter des charges au travers de pièces jointes, par exemple, et on va vous inciter fortement à cliquer sur une facture ou qui n'aurait pas été réglée ou un document comme cela, qui en réalité est un virus et qui va se déployer sur votre poste. Et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième menace dont on a beaucoup entendu parler aussi depuis quelques temps, ce sont ces ransomware, ces fameux cryptolockers qui vont, au travers du phishing par exemple, se déployer sur votre poste, sur vos serveurs, qui va chiffrer l'ensemble des données présentes et qui va vous demander de payer une rançon pour accéder potentiellement au déchiffrement. Alors évidemment, il faut pas le faire. D'une part parce que très souvent ça ne fonctionne pas. Et puis si on le fait, ça entretient le business de la cybercriminalité. Donc les sauvegardes sont la meilleure réponse à ce type d'attaque. Enfin, d'autres menaces sont les systèmes obsolètes. On encourage vivement à mettre à jour les postes, que ce soit les ordinateurs portables, les serveurs. Pourquoi ? Parce que tous les jours, de nouvelles vulnérabilités sont découvertes sur ces systèmes, que ce soit par des chercheurs en cybersécurité ou par des pirates eux-mêmes. Et ces vulnérabilités, très souvent, elles vont permettre d'accéder, par exemple, à un système à distance. Donc, il est hyper important, dès que les mises à jour sont disponibles de la part des éditeurs, de mettre à jour vos systèmes en permanence. Et enfin, je finirai par là, des erreurs de configuration. Ce sont tous les paramétrages par défaut qui vont conduire à, là aussi, des prises de contrôle à distance ou du piratage. Par exemple, en cette période de télétravail, il y a beaucoup de ports et de bureaux à distance qui vont être ouverts, qui vont être paramétrés et il faut faire très attention à ça. Super, merci. Et ça veut dire que qu'est-ce que concrètement on peut recommander à nos DSI? C'est-à-dire que c'est quoi les mesures de sécurité à mettre en place pour tous ces collaborateurs qui sont en télétravail? Qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Qu'est-ce que tu recommandes, toi?
Ouais. Alors, la première chose à faire, c'est se préparer. Se préparer au télétravail, c'est quelque chose qui doit être construit et organisé. Et la première chose pour la DSI, à mon sens, à fournir aux collaborateurs en télétravail, c'est du matériel sécurisé. Donc, ça va être un ordinateur portable, par exemple, avec un disque dur qui est chiffré, avec un antivirus qui est mis à jour et qui peut être contrôlé au travers de la console, une console d'administration, des VPN qui sont installés et prêts à être utilisés, ainsi que une restriction d'accès au système. Donc, ne pas laisser le poste du collaborateur en mode administrateur, mais lui restreindre des droits d'accès qui sont moindres et qui vont garantir un confinement de l'information et du système d'information de l'entreprise lorsque le poste va se connecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des accès distants sécurisés sur le SI, au travers de VPN, par exemple. Faire en sorte que le collaborateur, dans un environnement à la maison ou autre, en télétravail, il puisse accéder en toute sécurité au système d'information de l'entreprise, qui peut être hébergé localement ou à distance, et ne pas exposer ce système d'information. Ensuite, mettre en place une surveillance et des logs. Faire en sorte, côté DSI, que l'on sache ce qui se passe, que l'on monitore l'ensemble des accès et que l'on puisse, en cas d'incident, réagir et remonter la source et savoir ce qui s'est passé. C'est le fameux P de la traçabilité, de la preuve des critères fondamentaux. Ensuite, il faut se préparer et mettre en œuvre une procédure de gestion des incidents, la communiquer à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils ne soient pas démunis. Parce que quand on est dans le feu de l'action, quand on est face à une attaque, il y a la pression, on s'affole. Et si on n'a pas une procédure à consulter, on va avoir les mauvais réflexes. Ça, c'est important dans la préparation. Et enfin, la sensibilisation de l'utilisateur aux différentes menaces, aux différents risques, au bon comportement est essentielle pour que là encore, les bons réflexes soient acquis suffisamment à l'avance et dans le feu de l'action, on mette en œuvre ces bons réflexes. Merci beaucoup. Du coup, le temps est au télétravail et à la maison, on a des enfants plus ou moins grands. Et en tant que salarié notamment, quels sont les bons réflexes sécurité à mettre en œuvre, s'il te plaît ? Alors effectivement, se retrouver à la maison, on est dans un environnement qui est un petit peu différent, où peut-être on va se sentir un petit peu en sécurité par défaut, puisqu'on est chez soi. Mais il y a quand même quelques réflexes à avoir aussi. Je pense notamment, je vous parlais des erreurs de configuration et des paramétrages, s'assurer que ces équipements personnels ont des mots de passe qui ont été changés, par exemple. Il faut savoir que les box d'accès à Internet, auparavant, étaient paramétrés avec des logins par défaut. Et potentiellement, donc, des pirates peuvent accéder à votre box. C'est plus le cas des box actuelles, mais en tout cas, voilà, ça peut être le cas encore de caméras de surveillance également. Et les pirates pourraient potentiellement voir ce qui se passe chez vous, par exemple. Changer les mots de passe de ces équipements. Utiliser le matériel de l'entreprise pour son usage professionnel. Et si j'ai à la maison des équipements perso, des tablettes, des téléphones, etc., les limiter à son usage perso aussi. Pourquoi ? Parce que peut-être que j'ai pas forcément d'antivirus sur mes matériels personnels, ce qui devrait être le cas quand même. Donc bien séparer le travail pro, l'environnement pro et perso. Ne pas laisser les enfants accéder au matériel d'entreprise parce que ils vont essayer de jouer, essayer d'installer des jeux et qui potentiellement peuvent contenir des logiciels malveillants également. Ça, c'est important, à penser à locker sa session comme on a l'habitude de le faire au bureau lorsque l'on quitte son bureau. Et puis, vérifier aussi les sauvegardes. Quand je suis au bureau, mon poste est sauvegardé automatiquement. Peut-être que ce n'est pas le cas à la maison. Donc, si je travaille sur un document local,
et ensuite bien penser à le repositionner sur le réseau et sur le SI de l'entreprise pour qu'il soit sauvegardé. Voilà quelques bons réflexes à avoir à la maison. Merci Stéphane. Bon, j'espère que ces quelques conseils vous ont permis à tous et chacun d'avoir un petit peu plus de précision sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion en dessous de ce webinaire. On essaiera d'y répondre et on vous donne surtout rendez-vous à notre prochaine session des confinements de call, donc la semaine prochaine a priori. Voilà. Merci à tous et à chacun et puis à très vite.